Aujourd'hui, je vous emmène à Bagnols-sur-Cèze, Saint-Auban-d'Auriol et Chandolas, entre le nord du Gard et le sud de l'Ardèche. Pierre Chassagne est un jeune homme, orphelin de père et de mère, qui vit chez son grand-père, un riche marchand. Une servante demeure à la maison. Elle s'occupe du logis et le dirige même lorsque le grand-père est absent. Plusieurs témoins rapportent qu'elle avait accès à certaines sommes d'argent qu'elle employait librement pour faire tourner la maison. Un soir, Gabriel et Pierre s'enfuient. Sarah Bondou, maîtresse d'une auberge à Bagnols, rapporte leur passage chez elle. Ils ont couché une nuit dans le même lit. Elle explique avoir d'abord été méfiante, s'imaginant que Gabriel était une fille de mauvaise vie. Mais celle-ci lui déclare « Je le tiens pour mon mari. Il a promis de m'épouser et nous allons au lieu de Saint-Auban, chez mon père. » Gabriel ajoute « Pierre est le fils d'un riche marchand de Bagnols et ce sera une grande fortune pour moi, car il est très riche. » Sarah lui demande alors « Est-ce que les parents du garçon le tiennent pour bon ?» Non, le grand-père ne le tient pas pour bon et ne le veut pas. Un peu plus tard, Gabriel avoue à la fille de l'aubergiste qu'elle est enceinte et qu'ils sont fiancés. Nous sommes là dans un cas de figure assez classique, dont les archives ne sont pas avares, le rapt de séduction. Mais le plus souvent, ce sont les garçons qui, à cheval, viennent chercher leur belle pour l'emmener et échapper à des parents refusant le mariage. On verra d'ailleurs, au XVIIIe siècle, se développer une stratégie de défense. Les jeunes filles exposent aux officiers de justice qu'elles furent les autrices du rapt, plutôt que les victimes. Il s'agit d'amollir la main de la justice. Ici, nul doute que les jeunes gens s'enlèvent mutuellement. Il est d'ailleurs probable qu'ils soient très amoureux, même si le discours de Gabriel pourrait laisser supposer un intérêt bien calculé. L'un n'empêche pas l'autre. Dès 3 heures du matin, ils repartent en direction de Saint-Auban, en Ardèche, d'où Gabriel Maigron est originaire et où habite son père. En chemin, à la hauteur du village de Saint-Gervais, ils croisent des muletiers portant des châtaignes au marché de Bagnols. Ces derniers rapportent les avoir vus et reconnus. Ils sont passés le long du chemin sans rien dire. Ils arrivent de nuit à Saint-Auban. Le père Maigron veut les faire marier immédiatement. Il fait appeler le notaire et envoie les frères de Gabriel chercher des témoins. Le prieur du village refuse de procéder à une bénédiction à une heure si indue. On se rend alors à Chandolas, à quelques kilomètres, où l'on tire le curé de son lit. Le père Maigron tente de le convaincre en lui disant que ce sera une grande fortune pour sa fille. Le prêtre consent finalement à bénir les fiancés, sans tenir compte des réticences du sieur Chapelle, présent sur les lieux, qui invoque le jeune âge du garçon. Le curé répond qu'il en est bien conscient, mais que s'il ne les marie pas, le père Maigron ira les faire unir chez les pasteurs, qui ne rechigneront pas. Notre connaissance de l'affaire s'arrête ici. Rien ne permet pourtant d'affirmer que l'amour n'a joué aucun rôle dans ce périple. Les archives, parce qu'elles sont judiciaires, orientent naturellement l'analyse vers la question de l'argent. La fortune du jeune homme, l'intérêt supposé de Gabriel, les calculs que chacun prête à l'autre. C'est le cœur du recours, le terrain sur lequel on argumente, celui qui justifie l'intervention des juges. Dans ce cadre conflictuel, certains témoins n'hésitent pas à disqualifier Gabriel. On la traite de sorcière, de putain, on la dit fournière, manière triviale d'insinuer que son sexe serait chaud et accueillant, donc dangereux pour la vertu d'un jeune homme et pour le patrimoine familial. Ces mots ne sont pas neutres. Ils relèvent d'une stratégie, salir la réputation pour mieux convaincre que l'affaire n'est qu'une manœuvre intéressée.